Bonjour, Jean-François Bayard. On vient de sortir d'une conférence sur 2 jours qui est consacrée à Michel Foucault. Et je voulais vous interroger, puisque vous avez travaillé sur l'islam, la République, sur le point où on se trouve aujourd'hui dans notre pays et en Europe peut-être. Oui. Bon, en effet, j'ai publié en 2010 l'Islam républicain, qui est un livre de sociologie historique comparée du politique. Je parle beaucoup de la Turquie, de l'Iran, mais il y a un effet de miroir avec la société française. On voit bien, en effet, comment aujourd'hui, une bonne part de l'opinion pense qu'il y a une contradiction entre l'islam et la République ou la démocratie, ce qui est un contresens absolu, parce que du point de vue de l'analyse politique, de toute manière, l'islam n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des musulmans, ça c'est clair, mais ces musulmans, ils peuvent se reconnaître dans une très très grande diversité de régimes politiques. Par exemple, les Marocains ont des sentiments plutôt monarchistes. En revanche, en Iran, en Turquie, et bien entendu chez la plupart des musulmans vivant en France, qu'ils soient de nationalité française ou d'autres nationalités, la République est une évidence politique. Le problème, c'est que beaucoup de gens restent des culturalistes furieux, considèrent que ce sont les représentations religieuses ou les idées politiques qui jouent un rôle surdéterminant dans l'action des gens, alors qu'en réalité c'est le contraire. Ils sont essentialistes également. Les gens sont très essentialistes. Oui. Alors encore une fois, le problème n'est pas de savoir ce que l'islam dit, ce que le Coran dit, parce que tout cela est sujet à interprétation. On peut d'ailleurs prendre, pour faciliter le débat, une comparaison avec le catholicisme, les jeunes catholiques, ou le judaïsme, bien entendu, toutes les religions. Hein. Oui. Mais l'exemple du catholicisme est assez intéressant, parce que le nombre de jeunes catholiques étaient des fans de Jean-Paul II. Jean-Paul II proscrivait la contraception, les rapports sexuels avant le mariage, et il est évident que la très grande majorité de ces jeunes catholiques qui adulaient Jean-Paul II pratiquaient la contraception et vraisemblablement des relations sexuelles avant le mariage. D'ailleurs, sinon la démographie en France serait très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on voit très bien qu'il y a une dissociation entre la lettre de la religion et la pratique. Et en réalité, la lettre de la religion est sujette à des interprétations diverses. Tant à une époque donnée par la diversité des croyants que de manière chronique dans la durée, suivant les périodes historiques, puisque naturellement les sociétés se transforment. Alors est-ce que cet état de fait ne serait pas dû à un certain discours dominant qui vient depuis des années, quel que soit le gouvernement, les sphères gouvernementales et les médias eux-mêmes dominants? Le gouvernement, et malheureusement de manière assez irresponsable, les médias jettent de l'huile sur le feu. Je ne veux pas dire que ce sont les gouvernements ou les médias qui sont à l'origine de ces sentiments xénophobes, hein, puisque l'islam aujourd'hui joue le rôle de l'idiot utile, les Roms également. Donc je ne veux pas dire que tout cela est une manipulation du gouvernement. En revanche, il est tout à fait déplorable que des autorités politiques qui surfent sur ce qu'elles croient être les sentiments populaires généraux et surfent sur cette vague de xénophobie. En réalité, je crois qu'il faut bien que nous comprenions la tension qui est constitutive du monde dans lequel nous vivons. D'un côté, vous avez la globalisation et d'un autre côté, il y a l'universalisation de l'État-nation et de ses idéologies particularistes, notamment de l'idéologie de l'autochtonie. Et il faut bien que nous comprenions que les deux vont ensemble. Tous les sentiments, toutes les idéologies particularistes comme la conscience ethnique, le communalisme en Inde, le confessionnalisme au Liban, ou les différentes formes de nationalisme, mais également l'idéologie de terroir, sont allées de pair avec l'expansion du marché mondial. Et ça, il faut bien le comprendre. Par exemple, les fromages du terroir français, c'est pas une invention du génie atemporel de la France, c'est une invention des chemins de fer et de la constitution d'un marché national. C'est le chemin de fer d'Auville-Paris qui a apporté le fromage aux halles de Paris, et du coup on a fait de l'invention de la tradition, le Livarot, le camembert, etc. Et bien il en est de même dans le domaine politique. Et au fond, la xénophobie
le rejet de l'autre au nom de ce sentiment d'autochtonie participe de la globalisation. Ça n'est pas une réaction de défense contre la globalisation comme le pensent beaucoup de Français, c'est au contraire un mode d'adhésion à la globalisation qui paradoxalement est Mais alors, de ce point de vue-là, il y a la globalisation, la mondialisation, et puis il y a les petites identités, ça et là. Est-ce qu'il n'y a pas justement une espèce d'effacement peu à peu du national? Non, je pense que nous restons profondément nationaux. D'abord parce que tout ce que nous interprétons en termes de globalisation est le produit d'action de l'État, même l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI. Oui, c'est ce qu'on appelle Bruxelles, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Et Bruxelles n'existe que par la volonté du gouvernement. Quand les Italiens, par exemple, disent oui, mais l'Europe ne nous défend pas, ils défendent des intérêts nationaux. Et la France, quand elle réagit en fermant la frontière entre l'Italie et la France au moment du printemps arabe, parce que ces Italiens sont incapables d'endiguer l'immigration, agit en fonction d'intérêts nationaux. Donc, si vous voulez, l'instance nationale reste absolument déterminante. Et encore une fois, il n'y a pas un jeu à somme nulle entre le national et le global, entre le nationalisme et l'exacerbation d'idéologies qui sont souvent des idéologies très particularistes. Tout cela va ensemble. Peut-être pour revenir au point de départ qui était l'islam, là il vient d'y avoir une décision concernant l'affaire de la crèche Babilou, donc la porteuse de hijab cette fois-ci à nouveau tort, elle va porter l'affaire évidemment à la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là de ces situations actuelles et cet acharnement en somme? Je ne veux pas prendre parti sur une affaire que je ne connais pas et qui est encore entre les mains de la justice, mais on voit très bien d'abord que cette question n'est pas la question de l'islam. Parce que pour une femme qui tient absolument à son hijab, combien de femmes musulmanes qui vont tête nue dans la société française? Par ailleurs, on parle toujours de la prise du hijab, on ne parle jamais de la déprise du hijab. Je vais hasarder une comparaison peut-être un peu osée, mais le hijab, chez nombre de jeunes filles, c'est un peu l'équivalent de la mini-jupe dans les années 70. C'est une manière de s'affirmer par rapport à des autorités parentales, de négocier aussi avec certaines formes de légitimité, qu'elles soient fictives ou peu importe. Mais c'est un moment de la vie, c'est un moment de négociation, c'est un moment de conflit éventuellement, mais on ne peut pas enfermer même ces jeunes femmes qui portent le hijab dans une vision atemporelle et dans une politique atemporelle du hijab. Ces femmes, elles vont évoluer. Peut-être qu'un jour, elles ne porteront plus le hijab. Et de toute manière, c'est une infime minorité au sein des musulmanes et des musulmans. Donc je crois que quand on réduit la question de l'islam à la question du hijab, c'est déjà d'une simplification extraordinaire. Je crois que l'islam, c'est beaucoup d'autres choses que la simple pratique du hijab ou la simple pratique de la barbe. Oui, mais on ne lui montre pas. Bon, et par ailleurs, je voudrais quand même rappeler que le hijab n'est jamais que le nom, entre guillemets, musulman, que l'on donne à un foulard que nos grands-mères portaient pour aller à l'église ou pour aller... donc en réalité, la pratique du voile n'est pas une pratique spécifiquement musulmane, c'est une pratique héritée, disons, d'un espace historique qui, pour aller vite, est celui de l'espace méditerranéen, que l'on retrouve naturellement dans d'autres sociétés. Mais moi, je suis quand même très très étonné que l'on stigmatise le voile des musulmanes, mais que l'on ne dit jamais d'un mot du voile des femmes hindoues, qui elles aussi portent le voile. Ou les perruques des femmes juives orthodoxes. Ou les perruques des femmes juives orthodoxes. Donc on voit très bien comment là, il y a une espèce de construction fantasmatique d'un islam qui n'existe que dans la tête des gens qui s'en affolent. L'islam n'est pas réductible à ce genre de pratique. Vous avez tout un islam laïque qui prospère dans la société française, et vous avez des intégristes qui ne sont pas musulmans, mais qui sont catholiques ou juifs. Donc je crois qu'il faut sortir de cette espèce de délire, de cette espèce de fantasme de l'islam, et de s'interroger sur ce que cela veut dire, non pas sur les musulmans, mais sur nous-mêmes. À quoi jouons-nous à travers ce discours de stigmatisation? Il y a là une espèce de grande peur. Ça n'est pas la seule dans la société française. Il y a, par exemple, cette espèce de phobie anti-pédophile. On voit des pédophiles partout. On voit des pédophiles partout. On voit des roms partout. Et il y a aussi une réduction. Le rome, par définition,
conditions, c'est celui qui mendie ou celui qui se lève dans des corps infâmes, parce que la société française est incapable de fournir des logements décents, mais vous avez des tas de Roms ou apparentés, mariage, etc., qui ne correspondent absolument pas à ce stéréotype. Donc que nous disent de nous-mêmes, de notre propre société, ce genre d'élaboration fantasmatique et paranoïaque? Oui, on a l'impression, depuis quelques années, et encore une fois, indépendamment de la couleur politique du gouvernement, qu'il y a la construction de quelque chose comme un bouc émissaire. Il y a la construction d'un bouc émissaire par la société française, c'est vieux comme le monde. Il est vrai que la société française traverse des difficultés qui sont des difficultés économiques, mais la vraie question dans notre société, c'est pas la question du Rome, la question de l'arabe ou la question du juif. La vraie question, c'est une question sociale, c'est-à-dire une société qui vit avec un taux de chômage absolument effrayant depuis 3 décennies. Oui. C'est ça la véritable question. Et je crois qu'il faut savoir regarder la réalité en face et cesser de faire porter à d'autres la faute de notre propre incapacité à répondre aux défis du monde moderne. J'ajoute par ailleurs que la société française est complètement schizophrène. D'un côté, elle vit la globalisation sur un mode obsidional, et d'un autre côté, elle est elle-même une grande productrice de globalisation, à la fois comme pays exportateur, nous restons un très grand pays exportateur, quelles que soient nos difficultés, et sur le plan culturel, la France n'est pas le dernier pays à participer à la production d'une culture matérielle à l'échelle globale. Donc nous sommes un peuple extrêmement paradoxal, puisque nous sommes le peuple qui démonte les McDo, grâce à M. José Bové, mais nous sommes également un peuple qui fournit à la chaîne des restaurants McDo son meilleur marché européen. Nous sommes complètement schizophrènes, et les mêmes qui vont stigmatiser la globalisation sont des gens qui vont monter sur des motos japonaises, porter des jeans américains et aller au restaurant chinois le soir. Effectivement. Juste un dernier mot, peut-être, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de Renaud Camus et de sa théorie du grand remplacement? Honnêtement rien, parce que je dois l'avouer avoir grand honte, je ne peux pas lire. D'accord, merci beaucoup. Merci.